moi, c'est Ravi. Je suis une experte en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est venu pour parler de persévérance. Est-ce que vous avez une définition de persévérance? La persévérance, c'est que même si tu fais des erreurs, tu vas toujours continuer. Même si tu ne réussis pas à faire la chose que tu voulais, tu vas continuer jusqu'à temps que tu réussisses. Si on pense à des moments où est-ce que vous avez vécu des obstacles, qu'est-ce qui vous a aidé à mieux vous sentir? Je me détends mon esprit et j'essaie de réfléchir comment je pourrais m'améliorer. On veut juste faire une autre activité et revenir plus tard. J'ai pensé que là, j'ai été capable finalement de le faire. C'est un excellent point que vous avez mentionné, aller chercher de l'aide. Si on pense par exemple à un mot qui nous aide à avancer, Fais-le, sinon tu vas jamais être capable. T'es capable, je compte sur toi. Dis continue, continue. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Continue, tu t'améliores à chaque fois. La journée de la persévérance scolaire! Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui porte aujourd'hui sur un sujet d'actualité, l'anxiété chez les jeunes. On va chercher à comprendre ce que c'est que l'anxiété chez les jeunes, quelle influence ça a sur le bien-être de nos jeunes, sur leur engagement, sur leur persévérance scolaire. Et c'est organisé dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. Merci infiniment au pôle Réussite Montérégie d'avoir organisé ce webinaire. Mon nom est Frédéric Charpentier de la firme VO2 Animation Facilitation. Très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Avant de commencer, je vous introduis tout de suite à notre outil de participation. On va vous poser des questions durant ce webinaire et on va vous interpeller grâce à cet outil-là. Il y a 3 façons de procéder. La première, ayez pas trop loin votre téléphone portable en main. Et on va vous afficher à chacune des questions le code QR qui vous donnera accès à ces questions-là, tout simplement. Deuxième façon, vous ouvrez un onglet dans votre furteur et vous vous dirigez sur le site menti.com, menti.com, pour inscrire le code numérique qui lui aussi apparaîtra à chacune des questions. Et finalement, vous nous écoutez via une plateforme de diffusion. J'espère que vous appréciez la plateforme. Sous la fenêtre dans laquelle je suis en ce moment, il y a une autre fenêtre dans laquelle on a accès à cet outil de participation. Alors, si vous n'utilisez pas votre portable, vous pouvez aller dans cette fenêtre-là et répondre à nos questions via cette fenêtre-là. C'est aussi là et dans votre portable que vous pouvez nous envoyer vos questions. On aura une période de questions à la fin du webinaire. Alors, tout au long du webinaire, envoyez-nous vos questions. On prendra un moment pour répondre à un maximum d'entre elles. Enfin, pour maximiser votre expérience aujourd'hui, je vous invite à agrandir cette fenêtre si ce n'est déjà fait. Alors, en bas à droite, vous avez un petit onglet qui est marqué par 4 petites flèches. Vous appuyez sur ce bouton et puis tout à coup, ça va prendre l'espace de votre écran au grand complet. Alors, essayons ça tout de suite, si vous voulez bien, avec des questions pour tester le fonctionnement, votre participation à ce webinaire. On va aller vers Mentimeter, justement, avec une première question. Vous voyez le code QR qui est en haut à droite, c'est ce que vous devez numériser. Et tout au long de la présentation, normalement, vous devriez rester connecté à cet outil de sondage-là. Et on vous pose la question suivante. Alors, dans quel milieu ou à quel titre participez-vous à ce webinaire? On veut savoir, est-ce que vous travaillez, vous œuvrez dans le milieu de l'enseignement, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire, du post-secondaire? Êtes-vous parmi le personnel scolaire non enseignant, des professionnels, des soutiens au corps professoral, des membres de la direction? Est-ce que vous intervenez auprès des jeunes, dans le milieu communautaire, dans le réseau de la santé, des services sociaux? Faites-vous partie d'une organisation, d'un organisme régional? Êtes-vous étudiant, étudiante? Merci d'être là entre 2 cours. Ça nous fait plaisir de vous voir. Êtes-vous parent? Ou toute autre catégorie. Alors, je vous laisse répondre à cette première question. Il y a plusieurs peut-être réponses possibles dans votre cas. Alors, c'est possible de cocher plusieurs cases. On va aller voir les réponses de ce pas. On a tout près de 150 participantes en ce moment connectés au webinaire. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, très intéressant. On a vraiment des gens de tous les horizons, de toutes les fonctions.
Alors, on a des enseignants à 43 on a du personnel scolaire non enseignant. Ça, c'est très intéressant. À 23 du milieu de l'intervention jeunesse communautaire. On a des gens qui représentent tous les secteurs. Vraiment, vraiment très intéressant. Et puis là, on va vous demander avec qui vous travaillez. Vous êtes entouré de qui? Est-ce que votre clientèle est davantage du milieu préscolaire, primaire, secondaire, post-secondaire? C'est la prochaine question que vous devriez voir apparaître dans vos téléphones. Alors, auprès de quelle clientèle intervenez-vous au quotidien? Encore une fois, vous pourriez, par exemple, collaborer et travailler auprès du préscolaire autant que du primaire. Alors, il y a plusieurs choix de réponses possibles. On veut apprendre à vous connaître ici. Ça va donner un petit peu de contexte aussi au webinaire. À qui est-ce qu'on s'adresse auprès de nos deux intervenantes que je vous présenterai dans quelques instants. Alors, on y va. On va aller chercher vos réponses. Est-ce que vous travaillez principalement auprès du préscolaire, du primaire, du secondaire ou du post-secondaire? On a des gens qui desservent le milieu du secondaire. C'est vraiment intéressant. Le primaire à 39 suit, le post-secondaire à 25 %. Donc, primaire, secondaire, là, à 80 de la clientèle que vous desservez, primaire, secondaire aujourd'hui avec nous. Alors, vraiment intéressant. Alors, j'ai hâte d'entendre nos intervenantes là-dessus. Pour le moment, j'invite Camille Larente, qui est coordonnatrice du chantier Santé et bien-être au pôle Réussite Montérégie, à mettre en contexte ce webinaire-là. Camille. Bonjour. Salut, ça va bien, Camille? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Tu es coordonnatrice concertation et liaison chez Pôle Réussite Montérégie. Merci pour cette initiative de ce webinaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre intérêt ou votre attention en termes de santé mentale ou d'anxiété au Pôle Réussite Montérégie? Bien, en fait, il faut savoir qu'au cours des dernières années, il y a eu plusieurs enquêtes ou études qui ont été menées au Québec portant sur la santé des jeunes de 0 à 25 ans. Donc, on peut entre autres mentionner l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Il y a aussi l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire, où il y a aussi l'enquête sur la santé mentale en enseignement supérieur. Là, il y en a plusieurs autres aussi. Donc, dans ces enquêtes-là, il y a vraiment plusieurs constats assez préoccupants là, sur différents facteurs. On peut entre autres nommer les saines habitudes de vie, la santé mentale, la violence, le temps d'écran ou l'anxiété et le stress, justement. Et puis, quel angle vous avez décidé d'aborder ou de favoriser ou de creuser un petit peu plus là, au pôle? En fait, chez Pôle Réussite Montérégie, on s'intéresse vraiment en fait à l'impact de ces constats-là sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. Donc, nous, on cherche à comprendre comment les facteurs là, que j'ai mentionnés tout à l'heure, entre autres, peuvent influencer le développement des jeunes, la concentration, la mémoire, la motivation ou la réussite scolaire, là, etc. OK. Et puis, j'imagine que, bon, de vos analyses, de la cueillette de vos informations, etc., ressort justement un paquet d'outils, d'informations. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces informations-là si on s'y intéresse? Merci pour la question, Frédéric. En fait, ça donne qu'à la fin janvier, tout récemment, on a sorti un nouvel onglet sur notre site Internet, donc un onglet portant sur la santé et le bien-être des jeunes de 0 à 25 ans. Donc, on invite d'ailleurs les participants là, aujourd'hui à aller fouiller en fait là, cet onglet-là suite au webinaire pour avoir accès à plus d'informations. Dans cet onglet-là, il y a vraiment une foule d'informations justement. Là, donc, on brosse un portrait de la santé des jeunes de 0 à 25 ans en Montérégie. On s'intéresse justement là, à l'impact là, des différents constats que je mentionnais tout à l'heure là, sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. On va aussi détailler un peu le rôle des différents milieux. Donc, que vous soyez en fait du milieu municipal, du milieu communautaire, que vous soyez du milieu scolaire, que vous soyez vous-même parent. Donc, on détaille un peu le rôle que vous pouvez avoir dans la santé et le bien-être des jeunes. On va aussi partager une foule d'initiatives là, puis d'outils. Donc, il y a vraiment plein d'informations à aller chercher sur cet onglet-là. Donc, on va diffuser à la toute fin du webinaire, là, il va y avoir un code QR pour vous permettre de vous diriger directement sur cet onglet-là. Donc, vous pouvez vous rappeler de ça. Et puis là, on s'apprête à débuter un webinaire qui porte sur l'anxiété chez les jeunes. Pourquoi avoir orienté choisi cette thématique-là? Là? Puis qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? En fait, l'anxiété, il faut savoir que c'est vraiment un enjeu qui ressort tout le temps là, dans les portraits de santé qui sont faits des jeunes.
Puis c'est aussi quelque chose qui ressort là, quand on parle avec nos partenaires qui travaillent, eux, à tous les jours avec les jeunes, puis avec des jeunes justement qui peuvent vivre parfois un peu ou beaucoup d'anxiété. Donc, je dirais qu'avec ce webinaire-là, là, on souhaitait vraiment contribuer à informer, mais aussi à outiller nos partenaires sur l'enjeu de l'anxiété. Magnifique. Merci Camille. Merci d'avoir été là avec nous, d'ouvrir ce webinaire-là, puis de l'avoir organisé au pôle Réussite Montérégie. Alors, bien évidemment, je ne ferai pas ça seul. Donc, si tu me permets, je vais accueillir nos deux intervenantes avec qui on va faire ce webinaire. Alors, allons-y tout de suite. Elle est professeure à l'Université de Sherbrooke, où ses travaux portent notamment sur le développement de l'anxiété chez les jeunes. Elle s'intéresse également à l'évaluation de différentes approches innovantes en promotion de la santé mentale et en prévention de l'anxiété, dont celle déployée en milieu scolaire. On accueille Danica Thériault qui est avec nous aujourd'hui. Danica, bonjour. Bonjour Frédéric. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Ça va très bien. Niveau de stress ou d'anxiété, c'est à combien? Ah, ça va bien quand même, là. C'est bien géré. J'ai appris à gérer ça là, dans les dernières années. Danica, on se vous voit, on se tutoie, comment on fait ça? Ah, moi, je suis très à l'aise avec le tutoiement, si ça te convient. OK. Donc, Danica, tu ne seras pas seule pour animer ce webinaire. Tu seras accompagnée d'une de tes étudiantes à la maîtrise en psychoéducation. Alors, on l'accueille tout de suite, Frédéric Plante. Bonjour. Salut Frédéric, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, parle-moi un petit peu tu travailles à la maîtrise, c'est ça? Tu es en ce moment à la maîtrise et ton sujet porte sur la question de l'anxiété? Ben oui, entre autres sur l'anxiété, mais aussi du sentiment d'auto-efficacité que je vais pouvoir discuter un petit peu plus tard pendant le webinaire. Formidable. Mesdames, j'aurais le goût de vous entendre réagir sur le profil de participants-participantes qu'on a avec nous aujourd'hui, qui occupent plusieurs fonctions dans plusieurs milieux et auprès particulièrement des jeunes. Là, on a vu niveau secondaire. Là, et, est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous avez le goût de dire par rapport à ça? Ben, en fait, c'est pas surprenant dans le sens où on sait que nos adolescents au secondaire là, vivent une période assez importante, notamment pour le développement là, des symptômes anxieux et tout ça. Je suis quand même super contente de voir qu'il y a aussi des intervenants qui œuvrent davantage au primaire, voire même au préscolaire, parce que plus on travaille en prévention, plus on outille là, nos jeunes à faire face à cette anxiété-là, puis finalement à s'adapter malgré sa présence. Donc, c'est le fun de voir que vous êtes là. Puis, évidemment, il y en a jusqu'au post-secondaire parce que c'est pas parce qu'on traverse au cégep à l'université que les symptômes d'anxiété disparaissent. Donc, on va essayer de couvrir là, l'ensemble de ces tranches d'âge-là, mais évidemment que ça se manifeste pas tout à fait de la même façon là, chez les tout-petits versus chez les jeunes adultes. Effectivement, effectivement. Frédéric, un mot là-dessus? Oui. De mon côté, oui, ben, je trouve ça intéressant qu'il y ait différentes personnes de différents milieux. Je pense que le webinaire va vraiment pouvoir servir à peu importe préscolaire, primaire, secondaire ou post-secondaire. L'anxiété, ça existe parmi tous ces milieux finalement. Là. Bref, vous êtes au bon endroit, restez avec nous. Frédéric, on se retrouve dans quelques minutes. Je vais garder Danica avec moi. On va démarrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre particulièrement comme objectif aujourd'hui avec ce webinaire, Danica? Oui, bien, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui poursuit 3 grands objectifs. Donc, le premier, c'est d'abord de mieux comprendre. Hein, qu'est-ce que c'est l'anxiété chez les élèves, chez les étudiants, comment ça se manifeste, est-ce qu'être capable de devenir des bons détecteurs de l'anxiété, notamment dans vos classes, dans vos milieux scolaires, dans vos milieux éducatifs. Puis, comprendre aussi comment ça se manifeste à travers le développement, donc de la petite enfance jusqu'au jeune adulte. Puis aussi à travers toutes les transitions scolaires à travers lesquelles nos élèves, nos étudiants là, passent durant leur parcours scolaire. Ensuite, bien, c'est sûr que les journées de la persévérance scolaire nous ont amené à réfléchir là, davantage à c'est quoi les effets que l'anxiété peut avoir sur le fonctionnement scolaire de ces élèves-là, leur fonctionnement social, mais aussi leur engagement en classe et à l'école et leur persévérance scolaire. Donc, on sait que les manifestations d'anxiété là, peuvent avoir différents effets, répercussions néfastes sur leur engagement et leur persévérance. Donc, on va pouvoir discuter de ça ensemble aujourd'hui et surtout de s'approprier des outils, des stratégies concrètes pour soutenir le bien-être, la réussite scolaire des élèves et des étudiants. Donc, on a vu qu'il y a évidemment du personnel scolaire, mais aussi du personnel de soutien qui sont avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous donner des stratégies là, concrètes pour intervenir auprès de ces jeunes-là. Parce que c'est sûr que le milieu scolaire a un rôle à jouer là, actif pour favoriser l'adaptation de ces jeunes-là.
Oui, on veut que nos gens ici là, repartent avec des idées concrètes là, à mettre en application dès le jour 1 là, après ce webinaire. Alors, il y a une grande portion qui est réservée à ce bloc-là. D'ailleurs, 3 objectifs pour 3 blocs aujourd'hui qui seront présentés. On peut passer à la prochaine planche. On va découvrir justement quels sont-ils, ces 3 blocs de contenu. Tout à fait. Donc, c'est cohérent avec les différents objectifs qui ont été proposés. Donc, un premier bloc qui va viser à brosser le portrait de l'anxiété, notamment en abordant les distinctions stress-anxiété, les notions de prévalence, les types d'anxiété qu'on va voir là, chez les jeunes. Un deuxième bloc où on va aborder les effets de l'anxiété sur le fonctionnement scolaire. Et finalement, un troisième bloc où on va vraiment se concentrer là, sur les différentes pistes d'action, notamment en vous invitant à créer des environnements scolaires qui vont être sécurisants, qui vont être prévisibles pour les jeunes, accompagner les jeunes lors des différentes transitions scolaires auxquelles ils sont exposés. On va parler d'interventions pédagogiques et éducatives sensibles à l'anxiété, mais aussi des pièges à éviter. Donc, il y a un équilibre à trouver qui est important. L'importance de favoriser le développement des compétences psychosociales chez les jeunes. Et finalement, un petit bout là où on va parler de comment on peut favoriser, à titre de personnel qui travaille dans le milieu scolaire, à favoriser la collaboration école, famille, communauté, qui est toujours une collaboration qui peut parfois être difficile à établir, surtout avec nos jeunes qui viennent de milieux plus difficiles, par exemple. Puis, on va terminer ça avec une période de questions à la toute fin. Oui, merci Danica. Donc, si je comprends bien, on va débuter avec un bloc pour démystifier un peu, comprendre ce que c'est que l'anxiété. On va faire ça dans quelques instants. Je ne travaille pas auprès des jeunes comme tel. Moi, je suis un papa de 2 adolescents, puis je me dis, si je peux ressortir d'ici avec une définition un peu plus claire de l'anxiété, des éléments clés qui peuvent m'aider, ça, c'est moi personnellement, puis je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre l'anxiété et la notion du stress. C'est à quel moment, puis est-ce qu'il y a des façons d'agir ou de réagir ou d'encadrer nos jeunes pour bien les accompagner si on se retrouve dans une situation plutôt qu'une autre? Donc, j'imagine que ça devient aidant d'identifier une source de stress ou un environnement qui est plus anxiogène, etc. Donc, avant de te lancer, Danica, avec des explications sur ce sujet-là, on veut sonder à savoir, est-ce que vous êtes comme moi et puis que vous avez de la confusion par rapport à ces notions-là. On va vous poser une prochaine question avec l'outil interactif. Et la question, la voici. Parmi les affirmations suivantes sur le stress et l'anxiété, lesquelles sont vraies? On cherche à identifier les vraies affirmations parmi celles-ci. Alors, vous pouvez aller à vos téléphones, vous allez avoir la liste des réponses possibles. Alors, est-ce qu'il est vrai que le stress est généralement lié à une situation immédiate ou présente, alors que l'anxiété est liée à l'anticipation d'une situation qui est future? Alors, est-ce que cette affirmation est vraie? Si oui, vous pouvez la cocher, selon vous. Le stress touche surtout le corps, alors que l'anxiété touche surtout les pensées et les émotions. Alors, on vous laisse réfléchir. Le stress peut être adaptatif et mobilisateur, alors que l'anxiété tend à freiner l'action lorsqu'elle est envahissante. Je vous dis déjà, moi, je n'ai pas un taux de réussite très élevé à cette question. On y va avec le prochain choix. Le stress est uniquement causé par des événements externes, alors que l'anxiété est uniquement causée par des facteurs internes. Est-ce que c'est vrai? Si oui, on coche. Selon vous, le stress et l'anxiété peuvent coexister chez une même personne? Je pense que oui, mais je ne veux pas orienter vos réponses. Il n'y a pas de différence significative entre le stress et l'anxiété. Est-ce que c'est vrai? Alors, tout à l'heure, on a eu un très haut taux de participation aux autres questions. On est à presque 200 participantes avec nous. Merci infiniment justement de participer, de réagir à ça. On va aller voir vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, on a une petite idée des... Alors, on va laisser entrer les réponses. Oh, mais qu'est-ce qu'on a? On nous dit ici qu'à 32%, on nous dit, c'est vrai, le stress et l'anxiété peuvent coexister. Bon, je m'excuse, Danica, je pense que j'ai orienté le choix des gens là, par rapport à ça. Je ne m'attribuerai pas tout le mérite. Il y en a des plus faciles que d'autres. Ensuite, le stress est généralement lié à une situation immédiate.
au présent. Alors que pour l'anxiété, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez connu. Les gens nous disent ça, c'est vrai. Et puis, de façon, dans la même mesure, le stress peut être adaptatif et mobilisateur. Puis, on a même des réponses. Il y a par contre, là, le stress qui est uniquement causé par des événements externes, là, il n'y a personne qui nous dit ça, c'est vrai. Alors, on va mettre en surbrillance, on va conserver les vraies réponses. Alors, voilà, vous aviez écouté en grande partie, si on fait le cumul de ces pourcentages-là, ça va très bien, là, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, on a des gens qui ont certaines bases de connaissances sur les notions de stress et anxiété. Donc, on va pouvoir se permettre d'aller un peu plus loin là-dessus. Donc, effectivement, les éléments là, qui sont en vert, en turquoise, en rouge, ce sont les affirmations qui sont vraies. Donc, le stress, généralement, va être associé à une situation qui est immédiate ou imminente, alors que l'anxiété est souvent liée à l'anticipation d'une situation future qui a le potentiel d'arriver ou pas. Donc, on va pouvoir démystifier ça ensemble. Le stress peut être adaptatif, mobilisateur, alors que l'anxiété, quand elle prend beaucoup de place, là, va avoir tendance à freiner les actions. Puis, finalement, le stress et l'anxiété peuvent évidemment coexister là, chez une même personne. Donc, vous avez été très, très bon. Allons-y avec la définition officielle du stress selon toi, Danica. Je te laisse aller. Oui, donc quand on parle de stress, on parle vraiment du système d'alarme du corps. Donc, tout être humain, il y a ce système d'alarme-là qui peut s'activer, qui va être plus ou moins sensible d'une personne à l'autre et qui va être déclenché face à un danger ou un risque réel et qui est relativement rapproché dans le temps. Donc, c'est une réaction qui est normale et qui va demander au corps de s'adapter à cette situation-là. On reconnaît généralement 3 grandes réactions possibles de la part de l'être humain face au stresseur. La première, c'est de fuir. Donc, quand on est exposé, par exemple, à un danger immédiat, quand on rencontre un ours en forêt, par exemple, on va avoir tendance soit à fuir, à figer ou encore à combattre. C'est sûr que combattre, je vous le recommande pas nécessairement là, quand vous êtes face à un danger, face à un ours, mais bon. Ce qu'on voit dans la courbe qu'on a à notre droite, c'est que quand le niveau de stress il est bien dosé, il va nous permettre d'améliorer nos performances. Donc, le stress, il n'est pas à éliminer complètement de nos vies. De toute façon, ce sera un défi très, très grand. Donc, vous voyez la zone de performance au milieu, c'est ce qu'on appelle la zone de stress optimale ou de bon stress et qui va nous permettre de se mettre en action, de se mobiliser. Donc, si on pense, par exemple, à un jeune adolescent qui a un examen prévu dans quelques jours, bien, on veut que ça occasionne un certain niveau de stress pour l'amener à se mobiliser, à se préparer, à étudier. S'il se trouve dans la zone de gauche complètement, donc pas assez de stress, ça va être difficile pour lui de trouver la motivation à se mettre en action puis aller se préparer pour cet examen-là. Par contre, s'il traverse de l'autre côté, donc dans la zone complètement à droite où on considère que c'est un niveau de stress qui est trop élevé, le jeune va avoir tendance à se désorganiser, à être très fatigué, très épuisé, et c'est là où ses performances vont diminuer. Donc, comme personnel enseignant, donc on sait qu'il y en a là, avec nous aujourd'hui, c'est toujours difficile de trouver le bon dosage parce que vous êtes face à un groupe d'élèves de 30, des fois 33, je ne sais pas c'est quoi la limite que vous pouvez avoir dans vos classes, d'élèves qui ont des niveaux très, très faibles leur système d'alarme est très sensible, alors que d'autres très peu sensibles. Donc, on va souhaiter générer un certain niveau de stress chez ces élèves-là pour qu'ils puissent se mobiliser et se mettre en action pour se préparer à l'examen. Par contre, quand on mentionne, par exemple, aux jeunes que l'examen qui s'en vient est important, bien là, il y en a qui rapidement vont tomber dans la zone de trop de stress et qui vont se mettre à être paralysés là, par ce niveau de stress-là. Je vais inviter Frédéric à vous présenter, en fait, c'est quoi la différence avec l'anxiété maintenant? Yes. Donc, du côté de l'anxiété, j'aurais peut-être juste besoin qu'on change la diapo. Yes. Donc, du côté de l'anxiété, on parle, comme on disait tantôt, d'un état d'appréhension et d'anticipation face à une situation qui est réelle ou pas. Donc, c'est aussi la présence de pensées anxiogènes qui sont disproportionnées par rapport à la situation qui est anticipée. Donc, par exemple, on peut penser à une élève super performante au secondaire qui souhaite avoir une bonne note à son examen, mais elle a quand même vraiment peur d'échouer malgré ses nombreuses heures d'études. On peut penser sinon chez les tout-petits, un enfant de 4 ans qui arrive au CPE le matin avec son papa en pleurant.
parce qu'il est vraiment anxieux de la séparation, puis il refuse même de rentrer dans le local. Il va rester accroché aux jambes de son père. Au cours de la journée, il va poser plusieurs questions en lien avec le retour de son parent, puis il hésite même à participer aux activités de la journée. Par contre, être anxieux, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble d'anxiété. Donc, il y a 2 critères diagnostiques ici importants à retenir là, qui proviennent du DSM-5, qui est le fameux manuel des diagnostics des troubles psychiatriques. Donc, on a la souffrance personnelle significative et l'altération du fonctionnement qui sont les impacts sur le fonctionnement. Si on différencie l'anxiété normative, qui est plus une majorité de personnes, que les personnes vont vivre, d'une anxiété qui est plus pathologique, mais l'anxiété normative, c'est plus quelque chose d'occasionnel, de contrôlable. L'entourage va comprendre l'anxiété. Donc, quand elle observe la personne anxieuse, elle se dit que c'est normal. Il y a quelques symptômes physiques présents et ça va mobiliser la personne à aller chercher de l'aide, à appliquer des solutions concrètes pour l'aider à sortir de son petit déséquilibre. Du côté de l'anxiété pathologique, par contre, c'est quelque chose d'un peu plus constant, d'incontrôlable. L'entourage va se dire que c'est excessif, c'est problématique comme anxiété. Puis il y a plusieurs symptômes physiques importants comme avoir des maux de ventre, mais les inquiétudes vont paralyser la personne dans la recherche de solutions. OK. Donc, on comprend un petit peu plus là, la différence entre l'anxiété normative et pathologique, entre le stress et l'anxiété. On a des gens qui travaillent auprès des jeunes dans le préscolaire. Est-ce que on peut observer une anxiété qui est déjà pathologique, déjà dans la petite enfance ou pas? Bien, en fait, à la petite enfance, on va parler, oui, des premiers signes, manifestations d'anxiété chez les tout-petits. Puis on va les observer plus autour de l'âge de 1 ou 2 ans, ce qui est quand même relativement assez tôt. On va commencer à parler de prévalence de troubles d'anxiété au préscolaire. En fait, on parle ici d'une prévalence de 9,4 %. Au primaire, on va parler de 7,4 % que les jeunes vont avoir un trouble d'anxiété. Au secondaire, c'est 20 % des personnes adolescentes qui rapportent un trouble d'anxiété confirmé par un professionnel de la santé. Et tout ça qui est rapporté dans la dernière enquête québécoise là, de 2022-2023. Et on voit même que dans la dernière décennie, que le taux a doublé, où est-ce qu'on rapportait une prévalence de 9 % en 2010 et 2011. Chez les jeunes adultes, il faut faire attention dans l'interprétation de la prévalence ici. Là, c'est pour ça qu'on a mis des petites étoiles par-dessus les colonnes. Mais chez les jeunes adultes, on parle plutôt de symptômes d'anxiété modérée à sévère et non la prévalence de troubles anxieux. Donc, quand même, pour les jeunes, en fait, au cégep, on parle d'une prévalence de 44,9 % et à l'université de 40,2 %. Donc, de façon générale, on voit que les symptômes et les troubles anxieux ont tendance à augmenter avec l'âge et les filles sont 2 fois plus touchées que les garçons. On voit qu'il y a différents types d'anxiété qui existent, qui peuvent faire en sorte que des fois, c'est difficile de les détecter, de les déceler dans la classe parce qu'ils ont toutes des manifestations anxieuses et différentes. Par contre, ils ont quand même une caractéristique commune qui ont tendance à bloquer le cerveau. Donc, c'est un peu comme si on avait des blancs de mémoire, qu'on n'avait pas accès à nos fonctions cognitives comme la concentration, la mémorisation, ce qui va faire en sorte que le milieu scolaire est quand même particulièrement difficile pour les jeunes anxieux. En ce qui concerne la trajectoire développementale, bien, on voit premièrement le mutisme sélectif qui va débuter avant l'âge de 5 ans. Donc, on l'observe, ce trouble-là, surtout chez les jeunes qui ont la difficulté à parler dans certaines situations assez spécifiques comme le milieu scolaire. Puis le nom du trouble le porte plutôt bien, donc mutisme. Les jeunes vont être complètement muets, mais on va quand même voir ces jeunes-là parler avec leurs parents dans leur domicile, par exemple. Du côté de l'anxiété de séparation et de la phobie spécifique, qui est plus entre l'âge de 7 et 12 ans, bien, l'anxiété de séparation, c'est plus une anxiété qui est disproportionnée quand les jeunes sont séparés de leur figure d'attachement, qui sont souvent leurs parents. Et la phobie spécifique, bien, c'est plus une peur excessive, irrationnelle face à certaines situations ou objets. Pour l'anxiété sociale, qui débute entre 8 et 15 ans, bien là, c'est une anxiété qui est face aux interactions sociales, qu'on va l'observer souvent chez les jeunes qui sont excessivement timides, puis qui vont même avoir de la difficulté à parler ou même à participer en classe. Du côté du trouble obsessionnel compulsif, qui est plus entre l'âge autour de 19 ans et demi, là, ça va plus être des personnes qu'on va voir qu'ils ont des pensées indésirables, stressantes, obsessionnelles. Puis la manière de les atténuer, ça va être d'adopter des rituels ou même faire des comportements qui sont compulsifs. L'anxiété généralisée, qui est plus vers la fin de l'adolescence, début du jeune adulte, c'est lorsqu'une personne va s'inquiéter de toutes sortes de choses et activités au quotidien. Et enfin, l'anxiété liée au test, j'ai fait par exprès pour sauter par-dessus, qui est surtout marquée pendant l'adolescence.
ben, c'est pas un trouble d'anxiété comme les autres que j'ai tout juste de définir, mais c'est une composante qui fait partie de l'anxiété sociale. Donc, on le définit comme une anxiété qui est ressentie avant et pendant une évaluation, où est-ce que la personne a quand même vraiment peur d'échouer puis de vivre des conséquences associées à l'échec. Puis on parle d'à peu près de 10 à 43% des jeunes qui vivent une anxiété liée au test de façon modérée à élevée. Alors, je vais laisser Danica poursuivre pour les manifestations anxieuses. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, les manifestations anxieuses, ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est une étendue très, très large de comportements et de manifestations possibles. Dans la colonne de gauche, vous avez l'anxieux qu'on s'imagine. Quand on parle d'anxiété, là, on a rapidement le réflexe de penser à quelqu'un qui va être très introverti, timide, qui va avoir une faible confiance en lui, qui va peu explorer son environnement. Tu sais, les enfants qui vont être très près de leurs parents, là, incapables d'explorer les nouveaux environnements, qui vont avoir peur de la nouveauté, qui vont être peu autonomes, qui vont être très dépendants là, de l'adulte en présence, que ce soit éducateur, éducatrice, enseignant, enseignante, professeur. Donc, on a souvent le réflexe d'avoir cette image-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété peut aussi être l'élève qu'on décrit à droite. Donc, nos jeunes qui sont très extravertis, qui sont bruyants, qui parlent fort, qui font le clown, qui sont agités et qui vont parfois s'opposer de manière importante à la tâche et faire des crises de colère. Quand on est face à un élève de ce type-là, qui vit de l'anxiété, mais qui l'extériorise de cette façon-là, on va souvent avoir le réflexe d'attribuer ça à un trouble de comportement ou un problème de comportement qui va être de nature extériorisée et donc adopter des pratiques qui ont été reconnues pour des élèves qui ont des troubles de ce type-là. Or, il y a certains de ces comportements-là qui peuvent être alimentés par un fond d'anxiété. Puis, si on n'intervient pas sur cette anxiété-là, bien, on n'arrive pas finalement à faire disparaître les comportements de nature plus extériorisée de ces jeunes. Donc, c'est important d'avoir un peu les deux profils en tête, puis de parfois, quand on est face à un élève qui refuse, là, chaque fois qu'il y a une tâche nouvelle dans laquelle il ne se trouve pas bon, par exemple, qui va s'opposer à faire la tâche, bien, au lieu d'associer ça tout de suite à un problème d'opposition, par exemple, bien, de se questionner si ce n'est pas de l'anxiété qui pourrait être à la source de ce comportement-là. On vous a mis ici là, 5 grandes catégories de manifestations qui peuvent être observées, notamment dans les milieux scolaires et qui sont assez caractéristiques là, de l'anxiété vécue par les jeunes du préscolaire jusqu'aux jeunes adultes. La première catégorie, ce sont les plaintes somatiques. Donc, il faut savoir que l'anxiété peut entraîner vraiment des maux physiques chez les jeunes qui vont les empêcher là, de bien fonctionner dans leur quotidien. Donc, on peut penser, par exemple, aux enfants ou aux adolescents qui vont se plaindre de maux de ventre, de maux de tête avant d'aller à l'école, surtout les jours où il y a des évaluations. Ah, c'est étonnant. Tout d'un coup, l'élève ne veut pas aller à l'école parce qu'il a mal au ventre, mal à la tête. Il faut savoir que ces plaintes somatiques-là, elles sont réelles. L'enfant a réellement mal au ventre, mal à la tête, mais ça peut être créé par de l'anxiété. Dans la bulle orange, on a toute la notion des pensées anxiogènes qui peuvent devenir des pensées excessivement envahissantes pour l'enfant ou l'adolescent. Donc, on peut penser à l'enfant du préscolaire, dont Frédéric nous parlait tantôt, qui a de la difficulté à lâcher son parent le matin. Il se pourrait que cet enfant-là, qui est sensible à l'anxiété de séparation, durant toute sa journée à la garderie, là, soit envahi par l'idée que son parent pourrait ne pas revenir le chercher. Puis, qu'est-ce qui va arriver si papa ou maman ne vient pas me chercher ce soir à la garderie? Ou encore un adolescent qui est plus sensible, lui, à l'anxiété sociale et qui pourrait, par exemple, avoir toujours l'impression que les autres le regardent. Ah, il me semble que lui m'a regardé croche. Ah, il me semble qu'ils doivent tous me trouver bizarre. Ah, si je vais à cet endroit-là, les autres adolescents vont rire de moi, par exemple. Ensuite, on a l'intolérance à l'incertitude qui est assez présent là, chez nos jeunes anxieux. Ce sont des élèves qui ont souvent besoin de tout connaître, là, ce qui va venir ensuite, ou un enfant qui va demander constamment à être réassuré. Donc, est-ce que tu es certain que j'ai mis la bonne réponse? Là, va lever sa main, viens voir dans mon cahier d'exercice, est-ce que je sais comme il faut, comment je le fais et tout ça, et qui va constamment avoir besoin de la présence de l'adulte pour le rassurer. Donc, très peu de tolérance là, à ce qui est incertain, à ce que je ne connais pas. Ou encore des jeunes qui vont avoir besoin de toujours savoir ce qui s'en vient après. Donc, incapables de vivre dans le moment présent et toujours dans l'anticipation de « Ah, mais qu'est-ce qui vient après? Puis qu'est-ce qu'on va manger? Puis à quelle heure on va se coucher? » Donc, ils demandent constamment à être réassurés à ce niveau-là. La quatrième catégorie de manifestation, c'est l'évitement.
Donc, probablement l'un des pires ennemis de l'anxiété parce que ça fait juste maintenir l'anxiété qui est vécue par les jeunes. Mais ça va être excessivement présent là, chez nos jeunes qui souffrent d'anxiété, cet évitement-là. Donc, on peut penser à un enfant qui va refuser complètement de participer à une activité très agréable parce que c'est une situation nouvelle, parce qu'il y a des gens qu'il ne connaît pas, par exemple, à cette activité-là. Ou encore un adolescent qui va avoir tendance à constamment se retirer sur l'heure du dîner au lieu d'aller s'installer dans la cafétéria pour manger avec les autres élèves, va s'isoler, par exemple, dans la salle de bain pour manger son lunch parce qu'il est incapable de subir le regard sur lui. Et finalement, les jeunes qui souffrent d'anxiété peuvent souvent avoir des symptômes qui vont s'apparenter au TDAH. Donc, souvent, on va avoir le réflexe de dire « Ah oui, ça, c'est un enfant qui a un trouble d'attention avec hyperactivité. » Donc, des enfants qui vont, par exemple, s'agiter quand ils sont face à une situation nouvelle. Là, on imagine plus des tout-petits là, qui vont devenir très agités sur le plan moteur quand ils sont confrontés à une nouvelle situation. Ou encore un étudiant au collège ou encore à l'université qui va avoir beaucoup de difficultés à se concentrer dans ses cours parce que potentiellement les pensées anxiogènes l'envahissent un peu trop dans son quotidien. Donc, c'est vraiment une variété de manifestations. Puis d'être alerte puis sensible à ces manifestations-là, bien, ça fait des gens qui travaillent dans le milieu scolaire, des gens un peu plus aptes à peut-être reconnaître ces signes d'anxiété-là et éventuellement proposer des stratégies qui vont être adaptées là, à leur situation. Moi, quand je vois ça, Danica, je vois 5. On peut peut-être garder la planche juste une minute. Merci. Tu sais, je me dis, je suis un intervenant, puis là, j'observe une ou deux manifestations. Ça en prend combien pour arriver à se faire une idée pour dire, ah, je suis plus dans le TDAH, mais là, si je jumelle l'évitement à ça, à une manifestation d'intolérance ici, tu sais, ça en prend combien pour dire, OK, on approche le pathologique, là, tu sais, on est plus dans le normatif. Oui, mais ce n'est pas tant un nombre que de vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est à la source de ce comportement-là. Si on se rend compte que l'enfant devient agité seulement dans des situations où, justement, il est exposé à quelque chose de nouveau. On change de local, on est dans un local dans lequel on n'est jamais venu, par exemple, à l'école. Puis que là, on associe ces manifestations-là à des situations particulières. C'est là où on peut devenir un peu préoccupé là, par le fait que ça pourrait être dû à de l'anxiété. Parce qu'un enfant qui souffre d'hyperactivité et que ce n'est pas dû à l'anxiété, bien, il va être agité dans plusieurs autres contextes également. Évidemment. OK, ben ça donne de bons indices. Merci. Alors, c'est ce qui m'a fait au premier bloc. On cherchait à mieux comprendre l'anxiété, les manifestations d'anxiété à différentes étapes de la vie ou du cheminement d'un jeune. J'imagine que ça a des effets, cette anxiété-là, sur le cheminement scolaire. Alors, c'est l'objet du deuxième bloc. On veut les comprendre, les effets du fonctionnement, en fait, les effets de l'anxiété sur le fonctionnement scolaire. Peut-être un mot là-dessus sur la présentation de ce bloc-là. Effectivement, merci. Donc, on s'en va vers là. On va débuter ça avec une question qui se dirige vers vous. Une question avec l'outil interactif. Toujours, vous êtes très bon et très bonne à nous répondre avec cet outil. Parmi les effets qui ont été discutés, attendez, non, on va vous les présenter d'abord. Effectivement. Oui, merci Frédéric, pas de problème. Donc, oui, ben, c'est un peu l'objectif du webinaire aujourd'hui aussi, de comprendre, OK, ben oui, on a des élèves anxieux dans nos classes, dans nos écoles, mais qu'est-ce que ça a comme impact pour l'élève, mais aussi pour la classe? Donc, on sait, nos élèves passent, les jeunes passent plus de 50% de leur temps à l'école. Donc, c'est sûr qu'un élève qui souffre d'anxiété, ben, on peut s'imaginer que ça a des impacts là, sur son fonctionnement à l'école, évidemment. Donc, les effets sur l'élève, ils sont nombreux. Donc, vous avez probablement déjà là, des idées de « Ah oui, moi, je le vois avec cet élève-là dans ma classe, il y a tel comportement, ça a tel effet sur son fonctionnement scolaire. » Mais on peut penser, par exemple, à une réticence ou un refus scolaire. Donc, dans des cas d'anxiété très élevés, on peut avoir des enfants qui vont complètement refuser d'aller à l'école, qui vont plus se présenter en classe parce que l'environnement scolaire est un environnement qui est trop anxiogène pour eux et ils vont avoir de la difficulté à fonctionner dans cet environnement-là. On en a parlé tantôt, des symptômes qui peuvent s'apparenter à un TDAH. C'est des élèves qui peuvent avoir des difficultés de mémorisation, de planification, d'organisation, ce qui peut entraîner des difficultés sur le plan scolaire, des difficultés de concentration et qui peuvent nuire finalement à leur performance sur le long cours. Puis, on sait que, par exemple, des élèves qui auraient
c'est des faibles résultats scolaires finalement, bien, ils peuvent être moins motivés, plus difficiles de s'engager dans certaines tâches parce que je réussis jamais finalement moi-même quand je m'engage. Donc, ça peut occasionner là, des enjeux de persévérance scolaire qui sont importants. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, puis probablement que vous le vivez là, dans vos contextes respectifs, c'est les effets que ça peut avoir de manière plus large aussi sur la classe. Donc, le fait d'avoir un élève qui vit beaucoup d'anxiété dans sa classe, ça peut avoir des répercussions, notamment quand il travaille en équipe avec d'autres élèves. Donc, par exemple, c'est des élèves qui vont être peu engagés dans les travaux d'équipe ou encore qui vont vouloir tout contrôler dans ces situations de travaux d'équipe-là et ça peut devenir problématique. Ils peuvent avoir des comportements dérangeants, les crises de colère dont on parlait tantôt et tout, bien, ça peut entraîner là, une interférence avec les apprentissages des autres élèves et des autres étudiants. Puis, le fait qu'ils demandent constamment à être réassurés, bien, ça peut devenir agaçant pour le personnel enseignant. Donc, ça se peut des fois que vous vous sentiez essoufflé là, d'avoir des élèves qui souffrent d'anxiété dans vos classes parce que c'est exigeant pour le personnel scolaire et ça peut devenir exigeant aussi pour les autres élèves, les autres étudiants qui peuvent trouver ces élèves-là un peu lourds, là, si on veut, sur le long cours. Alors là, ce sera le moment de vous poser cette question-là. Alors, ces effets-là en classe, ces effets-là sur les jeunes, etc. Donc, parmi les effets dont Danica nous a parlé, alors, sur lesquels est-ce que représentent un petit peu plus vos enjeux, là, sont les plus importants dans votre réalité au quotidien ou peut-être sur lesquels vous devriez amener un peu plus votre attention? Est-ce que c'est ce qui touche davantage à l'engagement, à la motivation, à la réussite scolaire de vos jeunes? Et c'est ce qui touche au comportement perturbateur en classe, aux habiletés cognitives, par exemple la concentration, la mémorisation, la planification, l'organisation? Est-ce que ça, c'est votre réalité davantage? Est-ce que ça touche aux difficultés à travailler en équipe ou encore aux besoins de réassurance, de réconfort, de sécurité des élèves ou des étudiants? Encore une fois, vous aviez la possibilité de cocher plusieurs, parce que, bon, ce serait difficile d'isoler une de ces seules réponses, j'imagine. Alors, on attend vos réponses à ce sujet. Ça doit être difficile à répondre, ça, Danica, comme question, là. Mais est-ce que ça varie? Parler aussi du rôle que joue chacun des personnes participantes dans le milieu scolaire. C'est sûr que pour les enseignants, il y a peut-être certaines difficultés là, qui deviennent un défi plus important. Ça doit varier en fonction, comme tu dis, de l'environnement dans lequel on travaille, avec la clientèle aussi, avec laquelle on travaille, les contextes. Alors, on va tranquillement se diriger vers nos réponses. Alors, dans une proportion de 80%, tout ce qui touche à l'engagement, à la motivation et à la réussite scolaire, c'est très important. Évidemment, si on additionne les pourcentages, ça dépasse 100% parce qu'on a la possibilité de répondre à plus d'une réponse. 55% ici pour ce qui est des habiletés, les habiletés cognitives. C'est assez bien réparti, hein? Il y a seulement 16% là, tout ce qui touche aux difficultés à travailler en équipe qui sont un petit peu moins élevées. Peux-tu réagir à ça, Danica? Sinon, effectivement, le reste, c'est assez élevé. On voit tout ce qui touche à l'engagement, la motivation, la réussite. Puis c'était un peu l'objectif du webinaire aussi, de parler de quel effet ça a sur l'engagement, la persévérance des élèves. Donc, on voit qu'on a avec nous des gens qui sont sensibles à cette réalité-là. Puis, c'est cohérent avec la colonne qu'on a en rouge, tout ce qui touche aux habiletés cognitives, concentration, planification, organisation. Bien évidemment que ça peut avoir un impact aussi sur l'engagement, la réussite de ces jeunes-là. Donc, on va essayer de vous aider à trouver des solutions potentielles là, pour ces enjeux. Puis, on va faire ça dès maintenant. On entre dans le bloc des pistes d'action, maintenant qu'on comprend mieux l'anxiété, les répercussions sur le fonctionnement des jeunes. On va s'intéresser donc à ce que les acteurs du milieu scolaire, donc vous, en ce moment à vos bureaux, dans la maison, vous pouvez mettre en place au quotidien pour favoriser l'adaptation des jeunes qui souffrent d'anxiété, pour mieux les soutenir. On est là pour ça. Donc, on va se diriger vers Frédéric pour débuter ce bloc. Frédéric, de créer des environnements qui sont scolaires, qui sont sécurisants, c'est ultra important. On débute avec. Oui, effectivement, là, avant même de commencer, c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies qu'on va vous proposer, outils, pistes d'action. Puis effectivement, premièrement, de créer des environnements scolaires sécurisants et prévisibles.
Il y a plusieurs manières de faire, comme de créer des espaces où les jeunes peuvent se ressourcer. Je pense, entre autres, dans une classe, à faire un coin calme pour aller se détendre, se ressourcer. Ça peut être aussi d'orienter les apprentissages vers la tâche plutôt que vers le résultat, parce que les erreurs sont assez normales, ça fait partie du développement, mais c'est aussi des occasions d'apprentissage pour les jeunes. De réaliser à l'occasion des activités qui entraînent des émotions positives. Ça peut être dans les temps libres, des activités artistiques ou ludiques, parce que le milieu scolaire, ça peut être quand même un milieu assez exigeant pour les jeunes anxieux. Donc, de couper la journée avec des activités ludiques qui ne sont pas forcément liées avec des situations de performance, bien, ça va les aider à rééquilibrer un peu plus leur vécu émotif. Sinon, de mettre en place des routines, règles claires, cohérentes et prévisibles, puis d'annoncer les changements à l'avance lorsque possible. Donc, je pense, entre autres, dans une classe, qu'on peut mettre la programmation de la journée, l'horaire ou même un calendrier, que les jeunes anxieux ou les jeunes, tout simplement, peuvent aller se référer, puis ça faire en sorte que c'est une stratégie très prévisible. Sinon, encourager les activités d'équipe pour favoriser le développement des compétences sociales, qu'on va parler un petit peu plus tard, mais aussi d'établir des liens significatifs entre les élèves et les étudiants. Et enfin, d'encourager les jeunes à parler de leurs émotions parce que, premièrement, identifier nos émotions, ça nous permet de gérer nos émotions, puis pouvoir l'exprimer, mais ça va donner un peu le pouls à la personne enseignante de savoir comment la classe se porte et comment elle peut mieux accompagner ses élèves et répondre à leurs besoins. Une deuxième stratégie, c'est de l'accompagnement pendant les transitions scolaires. Donc, en contexte de transition scolaire, qui est le passage entre le milieu de garde au primaire, du primaire au secondaire, ou même du secondaire vers la vie du jeune adulte, c'est des contextes qui peuvent quand même générer de l'anxiété, surtout rendu au secondaire, vie du jeune adulte, où est-ce qu'il y a plusieurs transitions en simultané. Je m'excuse. Donc, je pense, oui, au milieu scolaire, mais aussi à la puberté ou même à l'indépendance financière, qui va faire en sorte que c'est plusieurs transitions simultanées. La première transition, sinon, est vécue, va servir d'assise pour les transitions futures parce qu'elle va moduler les comportements et attitudes du jeune, dépendamment de si c'est une expérience qui est positive ou pas. La première transition a aussi un effet assez significatif là, sur la motivation puis l'engagement à l'école, qui sont deux facteurs assez essentiels pour la persévérance scolaire, d'où l'importance de soutenir les jeunes là, pendant la transition scolaire. Donc, du côté des personnes éducatrices et enseignantes, exactement. Donc, de rendre disponibles les portfolios, les rapports des services de garde aux écoles, puis de collaborer aussi avec le milieu de provenance avec le nouveau milieu pour qu'ils mettent en place des mesures qui vont servir à répondre aux besoins des jeunes. Aussi de proposer des séances de consultation aux jeunes pour poser des questions sur la programmation offerte, l'environnement du milieu, les activités parascolaires ou même la vie étudiante, d'organiser finalement là, des activités qui vont permettre aux jeunes et à leurs parents de se familiariser avec l'école pendant l'année scolaire. Je pense entre autres à aller visiter les classes ou même assister au spectacle de fin d'année pour voir à quoi ça ressemble. Du côté des parents, qui ont quand même un rôle assez central pendant les transitions scolaires, c'est possible de visiter le nouveau milieu avec l'enfant avant l'inscription. Ça peut être aussi d'aller jouer dans la cour d'école pendant la période estivale pour s'exposer au nouveau milieu. De visiter le site Internet de l'école avec son jeune, lui montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui est offert là-bas, de faciliter l'enfant à la nouvelle routine, d'avoir quelque chose de similaire à la maison pour favoriser en fait l'adaptation du jeune, pour l'aider avec la rentrée scolaire, d'établir un calendrier pour visualiser le temps, que ce soit plus prévisible la rentrée, sinon d'impliquer l'enfant dans les préparatifs, comme aller choisir son sac à dos, sa boîte à lunch ou même son étui à crayon, puis de manifester de l'enthousiasme, de faire en sorte que c'est quelque chose de positif, lui montrer que les apprentissages puis le milieu, ça va être quelque chose de positif pour son développement finalement. Alors, je vais laisser Danica continuer pour les interventions pédagogiques. Merci beaucoup, Frédéric. L'autre stratégie qu'on vous propose, qui est une stratégie qui nous apparaît hyper importante là, pour les gens qui travaillent dans les milieux scolaires avec des jeunes qui souffrent d'anxiété, c'est d'utiliser des interventions pédagogiques et éducatives qui sont sensibles à l'anxiété. Puis il faut faire attention ici là, parce qu'on peut rapidement tomber dans un piège dont je vais vous parler dans quelques petites minutes. Donc, il faut être capable de faire preuve de flexibilité pédagogique, notamment dans le choix des modalités qu'on va utiliser auprès de ces jeunes-là. Donc, il n'y a pas une modalité qui convient là, à l'ensemble des élèves et donc pas non plus à l'ensemble des élèves anxieux. Il y a des élèves pour qui certaines modalités pédagogiques, notamment on peut penser aux présentations orales, c'est toujours le premier qui nous vient en tête,
qui est très, très anxiogène pour eux. Donc, si on propose uniquement des situations où l'enfant doit s'exposer face aux autres élèves de sa classe, bien, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile pour cet élève-là. S'assurer de proposer des défis qui sont ajustés, qui sont progressifs, donc notamment en fractionnant la tâche. Toute la stratégie des petits pas là, avec des élèves qui souffrent d'anxiété, ça va être hyper gagnant. Donc, ça peut vraiment rapidement paraître comme une montagne pour un élève là, d'avoir, par exemple, 5 pages de mathématiques à faire, mais de vraiment fractionner la tâche en petits blocs peut être très encourageant pour lui. De graduer le niveau de difficulté aussi, donc commencer par des petites tâches faciles où l'élève va pouvoir vivre une réussite, puis ça va le placer dans des dispositions qui vont être vraiment plus intéressantes pour être confronté à des défis qui sont peut-être un petit peu plus grands. Et offrir du soutien temporaire quand c'est nécessaire. Donc, il y a certains élèves qui souffrent d'anxiété qui vont avoir besoin au départ d'être accompagnés par l'adulte pour se mettre en action. Puis c'est vrai pour les tout petits, mais c'est vrai aussi pour des jeunes secondaires, voire même du post-secondaire, qui vont avoir besoin des fois au départ d'être soutenus de manière un petit peu plus proximale. Puis, tranquillement, on va chercher comme adulte là, à se retirer. Ensuite, adopter des approches d'évaluation qui vont être inclusives, donc offrir des rétroactions formatives qui sont fréquentes, utiliser des critères d'évaluation qui sont concrets, qui sont connus par les élèves et les étudiants. Donc, on sait que la notion de prévisibilité, elle est hyper importante pour que les élèves anxieux puissent se sentir apaisés, rassurés. Donc, de connaître quels sont les critères d'évaluation qui vont être utilisés, là, ça va être une stratégie hyper gagnante avec cette clientèle-là puis cette population-là. Le piège qu'il faut éviter, c'est par contre de tomber dans le piège de l'accommodation. Donc, qu'est-ce que c'est le concept d'accommodation? C'est la tendance de l'adulte à modifier ses propres comportements puis ses habitudes dans le but de prévenir ou d'atténuer l'anxiété qui est vécue par l'enfant. C'est un concept qui a été beaucoup utilisé pour étudier là, les parents d'enfants anxieux qui vont avoir tendance à beaucoup accommoder, mais qui, de plus en plus, c'est un concept là, qui vient s'appliquer au milieu scolaire, notamment dans les pratiques enseignantes, mais aussi dans les pratiques du personnel de soutien. Là, tous les adultes qui œuvrent auprès de l'élève peuvent tomber dans ce piège-là qui est l'accommodation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les comportements d'accommodation, c'est souvent le fruit d'intentions hyper bienveillantes. Donc, quand on est enseignant, par exemple, d'un élève qui souffre d'anxiété, bien évidemment qu'on veut tout mettre en place pour qu'il soit bien, pour qu'il s'adapte sur le plan social et sur le plan scolaire. Donc, on peut avoir tendance à modifier certaines de nos pratiques en réponse à cette anxiété-là qui est vécue par l'enfant. Si je vous donne quelques exemples concrets d'accommodation parentale qu'on peut observer, pas parentale, mais plutôt en milieu scolaire, qu'on peut observer, c'est par exemple le fait d'éviter d'interpeller un élève spécifiquement quand on est dans des discussions parce qu'on le sait que le fait d'être interpellé pourrait faire monter son anxiété. On peut penser à des enseignants qui vont réduire certaines exigences scolaires en se disant « Ah oui, cet élève-là, il souffre un peu d'anxiété, fait qu'au lieu de lui demander 5 pages, je vais lui en demander 3. » Reporter ou annuler une évaluation parce que l'enfant vit trop d'anxiété. Accepter des travaux incomplets en se disant « Ah oui, mais ça, c'est un élève pour qui c'est difficile, qui souffre d'anxiété, donc ça peut faire en sorte qu'il n'a pas terminé la tâche, donc on va accepter un travail incomplet. » Adapter de manière excessive les différentes transitions pour éviter l'inconfort qui va être vécu par un élève, par exemple. Donc, si je pense, par exemple, aux moments de transition dans les milieux scolaires qui peuvent devenir des fois un petit peu cacophoniques, puis qu'on va dire à l'élève, ben, reste dans la classe, puis tu sortiras à la récréation juste un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir de ces comportements-là, c'est que ce n'est pas problématique en soi. Donc, parfois, ça va être nécessaire de faire certains ajustements, d'accommoder l'élève dans une certaine mesure, puis ça peut être aidant sur le court terme. Donc, l'idée, ce n'est pas d'éliminer complètement les comportements d'accommodation qu'on peut avoir à l'égard des élèves anxieux. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les comportements d'accommodation qu'on adopte à l'égard de l'élève qui souffre d'anxiété empêchent l'élève de s'exposer graduellement à ce qui lui fait peur ou ce qui est anxiogène pour lui, si ça empêche de développer son autonomie ou encore de développer ses stratégies d'adaptation, bien, elle va contribuer à maintenir l'anxiété sur le long cours. Donc, vous voyez le cycle là, dans lequel on peut rapidement tomber. Donc, en haut, vous avez l'enfant qui présente de l'anxiété.
le personnel enseignant ou le personnel de soutien qui va faire différentes accommodations pour aider l'élève. Ça va entraîner une réduction de l'anxiété à court terme, donc ça fonctionne bien le fait d'accommoder. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça maintient la dépendance de l'élève aux adultes pour se réguler puis s'apaiser. Et donc, ça maintient les symptômes d'anxiété. Quand on est un adulte qui est exposé à un enfant ou un adolescent qui souffre d'anxiété, rapidement, on va tomber dans notre rôle de protection. Donc, si vous connaissez un peu là, la théorie de l'attachement, relation père-enfant, mais qui se transpose très bien aux relations qu'on peut vivre là, à l'école avec certains élèves avec lesquels on travaille, on va être appelé à, oui, les protéger, mais aussi les amener à explorer puis se développer. Quand on est face à un élève anxieux, rapidement, on tombe dans le pôle protection parce qu'on voit qu'ils ne sont pas bien, puis on veut les apaiser. Donc, on peut tomber facilement là, dans ce cycle-là qui est l'accommodation. Comment ça s'explique, les effets de l'accommodation, finalement, sur le maintien des symptômes anxieux du jeune? On peut expliquer ça par les courbes d'évitement puis les courbes d'exposition. Vous avez à gauche la courbe d'évitement. Donc, on le dit, hein, les élèves anxieux vont avoir tendance à souvent éviter les situations qu'ils redoutent, les situations qui les rendent anxieux. Ce qu'on voit, c'est que lors du premier évitement, la courbe en rouge, l'anxiété va monter face à la situation à laquelle on s'expose. On évite, l'anxiété redescend tout de suite. Ça fonctionne super bien, l'évitement, pour faire diminuer l'anxiété. Par contre, ce que ça crée, c'est que lors la deuxième fois où je vais être exposée à cette situation-là, on a la courbe en mauve, l'anxiété va monter encore plus haut, je vais avoir tendance encore une fois à l'éviter, et l'anxiété va redescendre rapidement. Et la troisième fois où je vais être exposée, l'anxiété va monter encore plus haut. Donc, chaque fois que je vais être exposée à cette situation-là que j'ai tendance à éviter, mon anxiété va être de plus en plus importante. Par contre, si je réussis à transposer à droite dans la courbe d'exposition, évidemment, la fois où je vais être confrontée à cette situation anxiogène-là, l'anxiété va monter. Et si je choisis de m'exposer, je vais être stressée, je vais être anxieuse, je vais avoir des manifestations anxieuses qui vont être importantes, je vais avoir un petit plateau. Puis à un moment donné, l'anxiété finit aussi par redescendre, même quand on s'expose. Par contre, ce qu'on voit avec la courbe en mauve, c'est que la deuxième fois où je vais être exposée à cette situation-là, puis que je vais encore choisir de m'exposer, l'anxiété va quand même être présente, va quand même monter, c'est pas magique, là, cette affaire-là, mais l'anxiété va monter moins haut et ainsi de suite. Donc, chaque fois que je fais le choix de m'exposer, moins l'anxiété est importante finalement chaque fois. C'est fragile. C'est ce que je me rends compte, Danica, c'est je me mets en situation où tout à coup je suis un parent, je suis un intervenant, j'ai un jeune qui a des manifestations d'anxiété devant moi, je me dis, bon, là, il faut que je fasse fi de peut-être mes premiers concepts qui m'amèneraient à accommoder, que ce soit pour le jeune à accommoder pour des raisons de gestion d'une classe, par exemple, ou d'accommoder parce que je suis bienveillant puis j'essaie de me mettre à la place. Et là, les émotions peuvent embarquer là-dedans, donc une gestion de plutôt que d'avoir une action qui est pédagogique, puis de s'en aller vers des stratégies qui nous permettraient comme telles là, d'être plus de façon efficace là, à gérer ces situations-là. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer dans les situations, tu sais, pour ne pas tomber dans la surprotection de ce jeune-là qui vit l'anxiété, là? Est-ce qu'il y a des trucs? C'est une super bonne question, puis tu l'as très bien nommé. C'est un équilibre qui est fragile, puis c'est ça qui est difficile en anxiété, c'est qu'il faut trouver vraiment l'endroit idéal où on se trouve entre j'accueille l'élève qui vit de l'anxiété, puis qui est vraiment en détresse, là, qui peut vraiment être en souffrance, mais j'agis de manière à ce qu'il puisse s'exposer, puis développer ses habiletés là, à vivre avec cette anxiété-là et y faire face. Puis cet équilibre-là, il est excessivement difficile à trouver. Puis l'autre élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est que comme adultes qui sommes exposés à des élèves qui souffrent d'anxiété là, dans le quotidien, ça peut devenir très anxiogène aussi pour nous comme adultes. Et le fait d'accommoder puis de voir que l'élève est apaisé, bien, ça peut venir nous apaiser aussi. Donc, c'est facile de tomber dans ces comportements d'accommodation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est exposé à un élève qui souffre d'anxiété là, dans le quotidien? Bien, d'abord, maintenir l'élève ou l'étudiant en contact avec la situation anxiogène, mais de façon graduée puis prévisible. Donc, on va, encore une fois, décortiquer ça en petites étapes. Je donne souvent l'exemple d'un enfant qui aurait peur, par exemple, d'aller à ses cours de piscine. Là. Bien, la première fois, c'est sûr qu'on ne va pas le lancer dans l'eau parce que la prochaine fois, c'est sûr qu'il ne vous suivra pas à la piscine. Par contre, si on évite d'y aller puis qu'on dit « Ah oui, tu ne veux pas y aller à tes cours de piscine, parfait, on reste à la maison », bien, évidemment qu'on ne l'aide pas non plus à affronter sa peur.
Donc, peut-être que la première fois, on va aller s'asseoir dans les estrades à la piscine, puis on va regarder. La deuxième fois, peut-être qu'on va enlever nos bas, puis on va juste aller s'asseoir sur le bord de la piscine avec nos pieds dans l'eau, puis on va regarder les gens faire le cours de natation. Puis peut-être que la troisième fois, je vais devoir aller dans la piscine avec l'enfant, puis peut-être que la quatrième fois, tout d'un coup, il va être capable d'y aller tout seul. Donc, on va être appelé à réduire progressivement l'aide et le soutien qu'on va apporter à cet élève-là. Puis ensuite, miser sur l'apprentissage de stratégies pour faire face à la situation plutôt que sur l'évitement. Donc, de vraiment outiller le jeune à « OK, dans cette situation-là, je comprends que ça te rend anxieux. » D'accueillir puis de vraiment se montrer bienveillant, là, comme tu l'as bien dit, Frédéric, à ces situations-là, mais de fournir à l'élève des stratégies pour voici comment on va l'affronter ensemble. Ce qui est super important, c'est que dans les dernières années, on en a entendu parler beaucoup de l'anxiété, c'est un peu sur toutes les tribunes. Puis, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu démonisé, là, comme si c'était vraiment devenu l'affaire qu'il fallait à tout prix éviter. Puis, le message que je voudrais que vous reteniez du webinaire d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'on veut faire disparaître là, à 100% cette anxiété-là, mais on veut aider l'élève ou l'étudiant à apprendre qu'il est capable de fonctionner malgré elle. Donc, c'est présent, on accueille, puis on essaie de trouver des stratégies pour y faire face. Tout est une question d'équilibre entre les comportements d'accommodation et les notions d'ajustement raisonnable. Donc, quand on accommode, l'intention, c'est de soulager l'anxiété dans le ici et maintenant. Mais ce qu'on risque de faire avec ça, c'est de maintenir ou renforcer l'anxiété à long terme. Et l'élève ou l'étudiant, il n'est plus exposé à ce qui lui fait peur. Donc, on ne l'aide pas à se développer puis à faire face à cette situation-là. Ce qu'on devrait viser plutôt, c'est des ajustements raisonnables. Donc, tantôt, je vous disais de se montrer flexible dans les différentes approches pédagogiques ou éducatives qu'on va utiliser avec les jeunes. Bien, l'intention, c'est de permettre à l'élève ou à l'étudiant de démontrer ses compétences malgré ses difficultés. Donc, on va souhaiter faire des ajustements qui vont être ciblés, qui vont être justifiés par la situation à laquelle l'élève est exposé et qui va être révisé périodiquement et idéalement inscrit dans un plan d'intervention. Puis, l'objectif final va demeurer le même. Donc, on va souhaiter amener l'élève au même endroit que l'ensemble des autres élèves, mais c'est le chemin qu'on va adapter pour s'y rendre. Puis, c'est ça, encore une fois, des fois, là, qui est difficile à trouver comme bon équilibre finalement. Une autre stratégie importante qu'on souhaitait vous partager, c'était l'idée de soutenir le développement des compétences psychosociales des élèves. Le Conseil supérieur de l'éducation a mis ça de l'avant beaucoup dans les dernières années, là, que le milieu scolaire devrait chercher à développer ces compétences-là chez les jeunes parce qu'elles constituent un facteur de protection super important de l'anxiété, sont associées à une diminution de la détresse émotionnelle, des problèmes de conduite et de l'abus de substances, et aussi à une augmentation du bien-être, de la résilience, du rendement scolaire des élèves. Donc, le pari qu'on fait, c'est qu'en travaillant les compétences psychosociales des élèves, en développant ces compétences-là, bien, ça va avoir aussi un impact sur leur fonctionnement à l'école, leur réussite, leur persévérance. Donc, vous voyez, on a mis une liste là, de compétences psychosociales qu'on peut travailler au cours du développement avec les élèves. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus qui est continu. Donc, par exemple, la première compétence que vous voyez apparaître, c'est de composer avec ses émotions et son stress. Évidemment qu'on va commencer à travailler ça dès le préscolaire. Mais moi, comme étant professeur d'université, c'est encore quelque chose que je travaille avec les étudiants avec qui je travaille finalement, de travailler à composer avec ses émotions et la gestion du stress et de l'anxiété. Et évidemment, bien, plus on avance, plus les tâches, les compétences vont devenir complexes, donc de s'affirmer par exemple aux influences sociales. On va commencer à travailler ça dès l'enfance, mais à l'adolescence, ça va devenir d'autant plus important. Puis on va poursuivre ce développement-là à l'âge adulte. Même chose pour résoudre des conflits ou encore faire preuve d'esprit critique. Le fait de développer ces compétences-là, ça peut contribuer à améliorer notre sentiment d'auto-efficacité. Et je vais inviter Frédéric là, à nous parler un peu de ses travaux de maîtrise qui portent sur cette question-là. Oui, donc... Je t'interromps 2 secondes, Frédéric. On vient de voir plusieurs planches, en fait, sur lesquelles il y a beaucoup de matière. Alors, simplement pour vous informer qu'on va vous acheminer cette présentation-là à vous tous et toutes, chers participants, participantes, là, dans les prochains jours avec le lien de rediffusion. Si jamais vous voulez communiquer l'information à vos collègues, ça va vous être envoyé. Je te laisse poursuivre, Frédéric. Parfait. Donc, le sentiment d'auto-efficacité, c'est quoi? Bien, on parle de la perception et confiance qu'une personne a envers ses propres capacités pour venir poser des actions nécessaires pour atteindre un but, voire pour surpasser puis maîtriser des situations qui sont dites difficiles et stressantes.
Selon les résultats de mon mémoire, qui vise une population adolescente âgée de 11 à 15 ans, bien, on voit que le sentiment d'auto-efficacité, il permet de réduire les effets négatifs des symptômes anxieux sur le fonctionnement des personnes adolescentes. Donc, dans d'autres mots, bien, c'est comme si le sentiment d'auto-efficacité agissait comme des petits boucliers contre les effets négatifs de l'anxiété sur le fonctionnement. Alors, pourquoi c'est important? Bien, on voit que ça peut être une cible d'intervention prometteuse, considérant qu'il semble agir comme un facteur de protection contre les effets négatifs des symptômes anxieux. Mais là, comment on fait pour développer le sentiment d'auto-efficacité? Bien, je vous propose 3 pistes. Premièrement, on a les expériences de succès. Donc, plus une personne va vivre des réussites, du succès, plus elle va avoir l'impression d'avoir les compétences pour faire une tâche. Puis, je parle ici de l'importance de décortiquer les tâches en de petits objectifs. Puis, en fait, de mon côté, avec les jeunes que j'en suivis, je parle souvent de la métaphore de la montagne. Donc, selon moi, le plus beau, c'est le sommet. Mais quand il y a 6 heures de randonnée à faire, ça peut être quand même décourageant. Mais de décortiquer la montagne en de petits objectifs réalistes et atteignables, bien, ça peut me donner l'impression que j'ai peut-être les compétences pour faire la randonnée. Par exemple, en milieu scolaire, bien, un gros exercice en mathématiques qui nécessite plusieurs compétences à déployer pour le réaliser, mais il peut quand même être décortiqué en de petits objectifs pour aider le jeune à percevoir qu'il a peut-être les compétences pour réaliser le gros exercice. Ensuite, on a le renforcement positif tant de la part de soi-même que de l'entourage. Donc, c'est important de prendre le temps de se féliciter, de s'encourager quand on a des réussites, et aussi quand on déploie des efforts pour atteindre un objectif ou même réaliser un certain comportement. Je parle ici de l'importance de la rétroaction sociale, parce que quand on a une personne autour de nous qui croit en nous, bien, ça me communique que j'ai peut-être les compétences pour réaliser une tâche. Par exemple, en milieu scolaire, bien, un jeune qui a comme défi de participer en classe, chaque fois qu'il va lever sa main, on peut faire un renforcement positif. Et enfin, le dernier qui peut paraître un peu drôle à expliquer, mais d'observer des personnes qui réussissent, surtout des personnes qui ont des caractéristiques similaires aux miennes, qui me permettent de m'identifier à, mais de voir des personnes qui réussissent des tâches difficiles, stressantes, qu'on les voit persévérer, bien, ça peut peut-être me communiquer que moi aussi, j'ai peut-être les compétences pour faire la même tâche. Par exemple, en milieu scolaire, mais mélanger des jeunes en sous-groupes qui ont des forces avec ceux qui ont des défis, bien, ceux qui ont des défis vont pouvoir observer ceux qui ont plus de facilité à réaliser une tâche, puis ça va leur communiquer qu'ils ont peut-être eux aussi les compétences pour faire la même chose. Alors, je vais laisser Danica poursuivre avec la collaboration école, famille, communauté. Oui, la dernière stratégie qu'on voulait partager avec vous, c'était d'encourager la collaboration école, famille, communauté, parce que l'anxiété, qu'on l'observe en milieu scolaire ou ailleurs, bien, c'est l'affaire d'un peu de tout le monde. Donc, vous n'êtes pas les seuls responsables de l'anxiété des élèves, évidemment. Et le succès va reposer sur une collaboration efficace entre l'école, la famille, les services et la communauté. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nos élèves plus vulnérables, souvent, leur famille va avoir des expériences qui n'ont été pas nécessairement très positives, souvent avec l'école. Donc, le milieu scolaire peut avoir un rôle à jouer pour favoriser puis encourager cette collaboration-là. Et il y a différentes façons de favoriser cette collaboration-là. On vous les présente sur la diapositive suivante. Je ne passerai pas nécessairement là, à travers au complet, mais l'importance d'impliquer les parents, mais pas juste quand ça va mal avec l'élève puis qu'il faut qu'ils viennent rencontrer l'enseignant parce que c'est difficile, mais d'inviter, d'ouvrir la porte des écoles pour que les parents puissent venir, par exemple, animer un débat, participer à un atelier en classe, accompagner lors de sorties, présenter son métier. Donc, différentes façons d'impliquer le parent autrement que quand on le sollicite parce que son élève ne va pas bien. Expliciter de manière assez concrète nos attentes à l'égard de la participation du parent. Persévérer aussi dans nos demandes d'implication. Donc, des fois, les parents peuvent ne pas répondre présent à la première tentative, mais de rester persévérant puis de continuer de les inviter. Donc, je vous invite là, à lire ces stratégies-là quand vous allez recevoir le PowerPoint, mais ça vous donne quelques pistes sur comment je pourrais impliquer davantage les parents là, dans mon milieu scolaire. Vous allez voir que dans la présentation que vous allez recevoir là, par courriel à la suite de ce webinaire-là, on vous a mis différentes ressources, dont des programmes d'intervention qui peuvent être déployés dans les milieux scolaires, des ressources en ligne qui sont pertinentes pour vous. Il y a un coffre à outils numérique qu'on vous partage où il y a une multitude d'outils très concrets qu'on peut utiliser, notamment pour le personnel non enseignant qui sont présents avec nous aujourd'hui. Là, il y a plusieurs fiches très concrètes à utiliser. On vous a fourni aussi plusieurs livres
qui peuvent être pertinents pour mieux comprendre l'anxiété des élèves. Puis finalement, vous allez aussi avoir accès à la liste de l'ensemble des références que Frédéric et moi, on a utilisées pour préparer le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On a peu de temps pour répondre à des questions. On va en choisir une parmi toutes celles qu'on a reçues. Alors, il y a un parent qui nous écrit « Je suis parent ». On va inviter Frédéric à se joindre à nous pour répondre à cette question. Je suis parent. Mon enfant de secondaire 1 semble avoir des difficultés d'engagement social, surtout sur l'affirmation de soi. Comment mieux comprendre et agir pour aider dans un aspect aussi personnel? Alors, on parle de capacité d'entrer en interrelation avec les autres. Est-ce que c'est un lien avec l'anxiété? Est-ce que les trucs donnés aujourd'hui peuvent aider? Oui, mais c'est une super bonne question. Puis, tu sais, un élève qui vient de vivre la transition primaire, secondaire, évidemment que l'affirmation de soi, l'intégration dans un nouveau groupe de pairs, ça peut être anxiogène et difficile. Donc, il y a différentes stratégies. Ben oui, évidemment, les stratégies qu'on a abordées jusqu'ici peuvent être à utiliser. Tu donner des petits défis à l'élève chaque jour. Ben aujourd'hui, pour t'affirmer, tu pourrais adopter tel comportement, mais lui faire vivre des petites réussites jusqu'à ce qu'il soit en mesure de s'affirmer de manière plus importante. Donc, de ne pas viser la première fois une affirmation de soi qui est un trop grand défi. Mais c'est sûr qu'il est dans une transition aussi importante sur le plan social, puis que ça peut ne pas être toujours évident. Fait que de donner des petits défis, ajuster, lui faire vivre des réussites pour qu'il voit, qu'il développe justement le sentiment d'auto-efficacité dont Frédéric nous a parlé, qu'il développe le sentiment de finalement, j'étais capable de m'affirmer dans cette situation-là. Donc, peut-être que dans la prochaine situation un peu plus complexe, un peu plus exigeante, je vais y arriver. Mais c'est sûr que c'est jamais facile quand on est exposé à notre enfant qui a des difficultés au niveau social. Là. Je m'y connais pas tellement, mais j'aurais tendance à dire d'éviter d'accommoder en disant « Tiens, voilà, ton appareil électronique va jouer à des jeux vidéo dans le sous-sol. » Mais ça, c'est moi. C'est ce qui va terminer. On arrive à la toute fin du webinaire. On va terminer ça dans quelques minutes. J'aurais envie de vous demander, et à vous, mesdames, chères intervenantes, merci d'avoir été avec nous. Peut-être un mot de la fin, puis en même temps, à nos gens qui nous écoutent, retourner pour une dernière fois à l'outil de participation pour nous dire en un mot, qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez eu des trucs? Est-ce que vous ressortez avec plus d'éléments clés, plus de confusion? Est-ce que vous avez hâte de recevoir les planches, les diapositives pour avoir ça à tête reposée? Bref, en un mot, on va avoir un nuage de mots qui va apparaître. Alors, je vais y aller avec toi, Frédéric. Un élément clé peut-être à retenir de ce webinaire, s'il n'en avait qu'un seul, ce serait lequel? Ah, juste un seul. Agir en prévention. Ah oui, hein? Oui, quand même. Agir en prévention. Alors, comment on pourrait faire ça en fonction de... En fait, agir en prévention, c'est sûr que de tout le temps de fournir des outils aux jeunes avant que l'anxiété devienne problématique, ça a des effets négatifs aussi sur le fonctionnement. Ça peut être notamment, comme on a parlé tantôt, de développer des compétences psychosociales ou même le sentiment d'auto-efficacité. Ça va beaucoup les aider à plus long terme, ces jeunes-là. Définitivement, quand ils se sentent outillés, accompagnés, on prévient, on ne dira jamais assez. La prévention a toujours plus d'impact dans beaucoup de champs d'activité, champs d'action psychologique également chez le développement de nos jeunes. Donc, créer des environnements qui sont propices justement et agir en prévention. Très bonne idée. Merci Frédéric. Danica, un mot? C'est sûr que je vous ai beaucoup parlé de l'équilibre à trouver entre, oui, j'expose le jeune, mais en même temps, je l'apaise. Donc, je m'assure qu'il n'est pas en détresse complète. Donc, d'essayer de trouver cet équilibre-là. Mais surtout, tu sais, je suis toujours sensible quand j'offre ce type de webinaire-là à l'attention du personnel scolaire qui ne ressortent pas avec l'idée que, dans le fond, c'est à nous d'agir comme personnel enseignant, puis on porte cette responsabilité-là. Pas du tout. C'est vraiment une responsabilité qui est partagée. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous donner des outils, mais je ne veux pas que vous repartiez avec l'impression que finalement, c'est peut-être de ma faute. Tu sais, si l'élève dans ma classe, il a ces comportements-là, puis il est anxieux comme ça. Donc, c'est vraiment l'idée de vous outiller, mais après ça, de comprendre que cette responsabilité-là, l'élève a un rôle à jouer dans la gestion de son anxiété. Et les parents aussi également. Donc, c'est vraiment une responsabilité qu'on devrait porter en équipe.
Alors, allons voir les résultats quand on demande à nos gens avec quoi ils ressortent en un mot. Est-ce qu'on parle de responsabilité partagée? Est-ce qu'on entend parler d'anticiper, de prévention? Et c'est Frédéric qui gagne. T'as inspiré nos gens dans ta réponse. La prévention est au centre du nuage de mots et ça nous fait dire que c'est la réponse qui a été la plus fréquente, le mot qui revient le plus régulièrement quand on demande aux gens qu'est-ce que vous en retenez? L'équilibre, c'est concret. L'importance de l'écoute, d'accompagner. Le programme Ribambelle, ici qu'on met à l'honneur, est-ce que vous connaissez? Meilleure compréhension de ce que c'est que l'anxiété, le soutien, la bienveillance, l'histoire. Et là, mes vers ne sont pas assez puissants pour aller lire tous les autres mots, mais j'imagine qu'on a inspiré les gens, on a réussi à les informer. Je pense qu'on a atteint les objectifs de ce webinaire. Merci infiniment, mesdames, d'avoir participé à ça. C'est très apprécié. Danica Thériault, qui est professeure en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Frédéric Plante, étudiante à la maîtrise en psychoéducation. Merci à toi également et on se retrouve bientôt. Alors, mes derniers remerciements vont pour vous, chers participants, participantes. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous parler, en fait, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie. On espère que vous avez apprécié ce webinaire. Vous allez recevoir encore une fois le résumé des planches qui ont été diffusées aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et on vous invite à cliquer, en fait, numériser le lien, le code QR qui apparaîtra dans quelques instants et qui vous dirigera vers l'outil sur le bien-être et la santé mentale qui a été développé par Pôle Réussite Montérégie pour bien vous accompagner également dans ce que vous faites. Et voilà, ça vient d'apparaître. Mon nom est Frédéric Charpentier de chez VO2 Animation Facilitation. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de faire ce que vous faites de mieux au quotidien pour accompagner nos jeunes dans leur persévérance scolaire. Bon vendredi à tous et à toutes et on se dit à très bientôt.